Imaginez un monde où certains animaux avaient 5 yeux, d'autres, une bouche au bout d'un bras, et certains tellement impossibles qu'on aurait dit des créatures venues d'une autre planète. Et si je vous disais qu'ils ont réellement existé sur Terre ? Il y a des centaines de millions d'années, la vie a littéralement explosé en une multitude de formes délirantes, dont certaines comptent parmi les plus étranges jamais apparues sur Terre. Alors oubliez les animaux d'aujourd'hui, si vous aimez les tentacules, mandibules et autres appendices improbables, vous allez être servi. Voici 10 organismes disparus parmi les plus étranges. Et on commence avec le moins bizarre de tous, Nectocaris pteryx. Cet organisme provient des schistes de Burgess. C'est un célèbre gisement fossile situé au Canada et qui date de 500 millions d'années. C'est la période du Cambrien. Là c'est nous, là c'est les dinosaures, et là le Cambrien. On peut dire que ça commence à dater. Nectocaris, bon, à première vue, il ressemble beaucoup à un calamar ou à une seiche. Il a un corps mou, 2 grands yeux latéraux et des nageoires qui lui permettent de se déplacer en ondulant dans l'eau. Ça, c'est ok. Donc ça a d'abord conduit à l'idée qu'il pourrait représenter une forme de céphalopode ancien. Mais c'est peut-être le piège. Sa classification reste compliquée. En 2025, des chercheurs ont remis en question ce lien avec les céphalopodes. Ils ont observé sur un fossile de la même famille un ganglion nerveux sur la face ventrale. Et ça en fait, ça change tout. Parce que ce type d'organisation nerveuse, on n'en retrouve pas chez les céphalopodes. Par contre, il est caractéristique d'un autre groupe d'animaux, les vers-flèches, qui sont des vers marins qui existent encore. Nectocaris pourrait donc ne pas être un ancêtre de poulpe ou de calamar, mais plutôt une sorte de ver nageur prédateur. Encore plus bizarre. Cette diversité d'hypothèses montre à quel point Nectocaris est difficile à classer. Mais à côté du prochain organisme, Nectocaris devient presque banal. Un corps segmenté, de trop nombreuses pattes, aucun œil et surtout une tête ornée de 4 longues cornes. Voici Marella splendens. Il a été découvert au début du XXe siècle. C'est carrément le fossile le plus abondant des schistes de Burgess. Et pendant longtemps, les scientifiques tentent de le classer parmi les arthropodes, le grand groupe qui inclut les insectes, les araignées et les crustacés. Mais ça colle pas trop en fait. Du coup, les chercheurs ont fini par le placer dans un groupe à part, les marellomorphes, qui sont des arthropodes avec une morphologie qui leur est vraiment propre. Ces relations évolutives restent très débattues, voire complètement incertaines. Certains les rapprochent du groupe des insectes et des crustacés, quand d'autres les apparentent aux pycnogonides, les araignées de mer. Ces trucs-là. J'ai du mal avec eux. Grosse bizarrerie en approche. Parce que là, on ne parle plus d'un animal difficile à classer. On parle de quelque chose qu'on ne comprend toujours pas vraiment. Il y a 400 millions d'années, entre le Silurien et le Dévonien, un sol presque stérile, quelques plantes rampantes et de grandes colonnes de plusieurs mètres s'élevant vers le ciel. Voici Prototaxite. Si on le remet dans son contexte, c'est un véritable colosse. Il peut atteindre jusqu'à 8 mètres de haut, à une époque où rien d'autre ne dépasse que quelques centimètres. C'est assez fou. Autour de lui, les plantes ressemblent à de petites mousses subsistant sur le sol rocheux nu. Et la Terre, je veux dire les sols riches en matière organique tels que nous les connaissons, n'existent pratiquement pas. Et c'est là que le mystère commence, parce que malgré cet environnement ultra pauvre, Prototaxite parvient à atteindre des tailles impressionnantes. Prototaxite n'est en fait qu'une suite de questions. Il n'est pas un animal, il n'est pas une plante, il est peut-être une forme de champignon très ancienne, mais même ça, c'est compliqué. Prototaxite n'est peut-être même pas un organisme unique, mais plutôt une sorte de fusion entre plusieurs formes de vie qui pourraient vivre en symbiose. L'autre hypothèse, c'est que Prototaxite pourrait appartenir à un groupe totalement disparu, une sorte d'organisme géant pluricellulaire unique, sans équivalent moderne, et peut-être carrément une nouvelle branche du vivant.
Mais retournons dans les eaux du Cambrien moyen, il y a environ 500 millions d'années. Il y a toujours plein de trucs chelous dans les eaux du Cambrien. Dans les océans, un prédateur rôde. Un corps segmenté, des nageoires latérales pour se propulser, et surtout, 2 grands appendices à l'avant, hérissés de crochets, capables de saisir des proies et de les emmener vers une bouche circulaire en forme d'anneau. Rien que ça. Voici Peitoia natorsti. Pendant longtemps, cet animal a dérouté les scientifiques. Les restes fossiles ont été découverts dès 1892, mais les différentes parties ont été retrouvées séparément et interprétées comme des organismes distincts. Les appendices frontaux sont pris pour des crustacés. D'autres structures sont décrites comme des concombres de mer, et sa bouche est carrément interprétée comme une méduse. Et ce n'est que dans les années 1970-1980 que les scientifiques réalisent que tout ça appartenait à la même bestiole. Aujourd'hui, on le classe dans le groupe des radiodontes, un groupe d'arthropodes anciens, tous plus étranges les uns que les autres. Le même groupe d'ailleurs qu'Anomalocaris, que vous connaissez peut-être. Restons dans le Cambrien, on parle définitivement beaucoup de cette période, mais ce n'est pas pour rien. À ce moment, l'évolution produit des formes, disons, peu classiques. Opabinia regalis, c'est l'une des créatures les plus déroutantes jamais découvertes dans le registre fossile. Opabinia est un animal marin, long de quelques centimètres, avec une apparence plutôt particulière. Une longue trompe flexible terminée par une sorte de pince, probablement utilisée pour attraper sa nourriture, et surtout 5 yeux sur la tête. Pendant longtemps, les scientifiques ont du mal à classer Opabinia, car il ne ressemble à aucun animal moderne. On pense maintenant qu'il est proche de la lignée des arthropodes. Mais honnêtement, même avec ça, il reste assez difficile à ranger proprement dans une case. Et on reste dans le Cambrien moyen, parce que là, on va encore monter d'un cran. Un corps allongé, 14 paires de pattes terminées par des griffes recourbées, 3 rangées d'épines le long du dos, et une petite tête protégée par des plaques d'exosquelette. Est-ce que vous visualisez le truc ? Je vous présente Collinsovermis monstruosus, qui veut littéralement dire monstre vermiforme de Collins. Collins, c'est le nom du paléontologue canadien qui l'a découvert. Et monstre vermiforme, malgré cette apparence de ver blindé, énervé, couvert de pics, on pense qu'il n'était pas un prédateur. Il devait se nourrir de particules organiques, présentes dans le milieu marin, captées grâce aux structures situées sur ses pattes avant. Tout cet arsenal de pics et de plaques servait surtout à éviter d'être mangé par quelque chose d'encore plus bizarre. D'ailleurs, vous connaissez peut-être Hallucigenia, qui est une sorte de cousin de Collinsovermis, plutôt célèbre. Ils appartiennent tous les deux au groupe des lobopodiens, qui rassemble tout un tas d'animaux avec beaucoup trop de pattes. La question c'est, on les met où ces bestioles-là ? Aujourd'hui, leurs plus proches parents connus seraient les onychophores, qu'on appelle vers de velours. Ce ne sont pas des descendants directs, mais plutôt des cousins lointains, appartenant à la même grande lignée évolutive. Et nos petits lobopodiens ont peut-être cohabité avec d'autres organismes encore plus étranges. Dans les océans cambriens, dérivent des créatures difficiles à comparer à quoi que ce soit de vivant aujourd'hui. Un corps divisé en 2 parties bien distinctes. À l'avant, une sorte de sac volumineux, percé de 5 trous de chaque côté, et à l'arrière, une queue segmentée qui ondule pour se propulser. Voici les vétulicoliens. Bon, je triche un peu parce que les vétulicoliens ne désignent pas une seule espèce, mais tout un groupe d'animaux. C'est peut-être mes créatures préférées de ce classement. En fait, ils étaient de paisibles animaux filtreurs. Les premiers fossiles ont été découverts en Chine dans les années 1980. Et leur classification a ensuite été un casse-tête. Que faire avec ces gros têtards, arthropodes ou groupes totalement à part ? Pas évident. L'hypothèse la plus suivie les rapproche des deutérostomions. Certaines analyses les rapprochent plus précisément des urocordés, des animaux eux aussi filtreurs,
dont les larves présentent d'ailleurs des ressemblances assez surprenantes avec ses formes fossiles. Ouais, c'est vrai que ça y ressemble. Les vétulicoliens pourraient donc représenter des formes très anciennes, situées près de la lignée qui mènera aux vertébrés. Musique dramatique, grandiose, tragique. Serait-ce notre ancêtre absolu ? Saccharicus coronarius a été considéré comme notre ancêtre le plus ancien jamais découvert. Il date du Cambrien inférieur, il y a 540 millions d'années. Alors, lui, sa découverte en 2017 a fait un véritable buzz. Sa morphologie semble correspondre à celle d'un deutérostomien basal, un groupe qui inclut les vertébrés. Et forcément, certains médias s'emballent. Vous imaginez l'effet. Une bouche centrale béante, entourée de structures interprétées comme des ouvertures similaires à de futurs branchies. Et je sais pas, mais moi j'y vois presque une sorte de visage dérangeant, un truc dans le genre, ce qui a peut-être même alimenté l'emballement autour du fossile. Sauf que cette interprétation ne va pas tenir longtemps. Les fameuses ouvertures ne seraient probablement pas des fentes branchiales primitives, mais simplement des épines creuses cassées. Avec cette nouvelle interprétation, Saccharicus coronarius ne serait probablement pas un deutérostomien du tout. Il appartiendrait plutôt au groupe des ecdysozoaires, plus proche des arthropodes. Et donc, il ne serait finalement pas un ancêtre des humains. Les ecdysozoaires ont dû apprécier la nouvelle. Alors lui, c'est une énigme de la paléontologie. Un corps mou et allongé, une longue trompe terminée par une sorte de pince, et de chaque côté, 2 yeux au bout d'une barre rigide. Tullimonstrum gregarium, ou plus simplement monstre de Tully, a vécu il y a 300 millions d'années, au Carbonifère. C'est un des animaux les plus récents, on va dire, de ce classement. Il a été découvert en 1958 aux États-Unis, et il devient rapidement l'un des fossiles les plus mystérieux jamais trouvés. Pendant des décennies, impossible de le classer. Vers, mollusques, arthropodes, en même temps, regardez ce truc. Mais en 2016, une hypothèse considère que le monstre de Tully pourrait être un vertébré primitif. On le rapproche même des lamproies. Tout aussi charmant. L'hypothèse repose notamment sur certaines structures interprétées comme des nageoires, des yeux complexes, ou encore des dents kératinisées. Mais comme souvent en paléontologie, rien n'est simple. D'autres études plus récentes contestent ces interprétations. Bon, je vous passe l'argumentaire technique, mais en gros, ce que disent les auteurs, c'est que c'est pas du vertébré, et rien ne s'oppose à ce que ce soit un invertébré. Et voilà. C'est donc un invertébré. On avance. Un peu. Bon, nous voilà à la fin du classement, et je vous garantis que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Un œil unique, sans paupières. C'est celui de Cambropachycope. Alors lui, je trouve qu'il a carrément l'air d'un extraterrestre. Cet arthropode marin, vieux de plus de 500 millions d'années, se distingue surtout par ce trait absolument unique. Il ne possède qu'un seul œil. Un grand œil placé au centre de la tête. En général, on considère que ce gros œil permettait une détection fine de son environnement, ce qui laisse penser que Cambropachycope pouvait être un prédateur. Morphologiquement, cette bestiole, c'est tout un concept. La tête, ce n'est pas ça, c'est tout ça. Et ça, ce n'est donc pas des pattes, mais des antennes. Et la bouche, eh bien, elle est située en dessous. Alors, de qui rapprocher cet animal ? Il y a 2 propositions. Certaines le rapprochent des insectes à mandibules, et d'autres lui attribuent des liens avec les crustacés. Ok. Moi je l'imagine bien sur les fonds marins, traquant ses proies avec cet unique projecteur. Bon, nous on n'aurait rien eu à craindre, puisqu'il mesurait 3 mm maximum. Mais Cambropachycope résume assez bien ce que nous racontent ces époques anciennes. On parle parfois d'animaux primitifs, comme s'ils étaient simples ou inachevés. Mais quand on regarde de près, on voit que ces organismes sont déjà complexes, avec des yeux sophistiqués,
des stratégies de prédation, de défense. Le Cambrien, ce n'est pas une étape brouillonne avant les animaux actuels. C'est une période de diversification massive où la vie aboutit à des formes, des anatomies qui nous semblent étranges. Pas parce qu'elles sont irrationnelles ou venues d'ailleurs, mais parce que nous en avons perdu les repères. Le Cambrien, c'est une forme de modernité il y a 500 millions d'années.